Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Quand vous avez appris la victoire de François Hollande, quelle a été votre première réaction? Évidemment, l'élection française regarde les Français, mais je suis toujours content que quelqu'un qui ait de même tendance politique que moi soit président dans un pays, notamment un pays comme la France qui a des relations très étroites avec la Guinée. Votre premier communiqué, je crois, vous l'avez intitulé « Chers camarades ». Mais c'est normal parce que je le connais avant qu'il ne soit président et nous sommes des camarades. Nous sommes membres de l'Internationale socialiste et nous avons des rapports de camarades. Vous le connaissez depuis longtemps? Bien sûr, depuis longtemps, puisque n'oubliez pas que j'ai passé une bonne partie de mon temps en France. Quelles sont vos relations? Est-ce que vous vous tutoyez, par exemple? Mais tous les membres de l'Internationale socialiste se tutoient, mais maintenant qu'on est chef d'État, on se vous voit. C'est ce qui est de tradition. Quel changement attendez-vous de la part de François Hollande? Ce que nous attendons, c'est davantage de concertation entre l'Afrique et la France et une évaluation plus exacte des situations qui prévalent dans chacun des pays africains. Cela éviterait quelques malentendus dans les rapports entre pays souverains. Donc il y a eu des erreurs d'évaluation ces dernières années? Mais tout n'a pas été correct. Il y a beaucoup de choses à redresser, mais ça c'est normal dans les rapports entre États. Aujourd'hui comme hier, nous attendons de la France qu'elle soit notre avocat dans certaines instances internationales et qu'elle s'intéresse davantage aux pays démocratiques. Je n'accepterai pas les élections frauduleuses où que ce soit, dit François Hollande. Mais j'ai sans doute été l'un des dirigeants africains à avoir le plus souffert des fraudes électorales dans mon parcours politique. Il va sans dire que je ne peux qu'apprécier François Hollande qui soit attentif à la tenue d'élections régulières et transparentes. Après la réélection très contestée de Joseph Kabila, François Hollande hésite à aller au sommet francophone de Kinshasa en octobre prochain. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je fais confiance au président Diouf pour créer les meilleures conditions de bon déroulement du sommet. Quant à la présidence ou pas du président Hollande, il revient à lui et à lui seul de décider. Vous comprenez qu'il hésite? Bon, c'est lui qui doit apprécier s'il doit aller ou pas en fonction de la façon dont les élections sont passées. Je pense qu'il aura suffisamment de conseillers pour lui dire quelle est la situation et il en décidera. Sous le mandat de Nicolas Sarkozy, il y a eu plusieurs interventions militaires françaises en Afrique. Est-ce que vous attendez la même politique de la part de François Hollande ou pas? Bon, vous savez, la meilleure façon de gérer les conflits, c'est de les éviter. C'est ce qui veut dire que nous devons renforcer davantage le dialogue et les politiques de prévention des conflits. Quant à la Côte d'Ivoire, je vous ferai remarquer que le président Alassane Ouattara est mon conseiller économique et que moi je suis son conseiller politique et que nos rapports sont très bons. Donc vous pensez que la politique de Nicolas Sarkozy en Côte d'Ivoire était la bonne? Je n'ai pas apporté d'appréciation, cela concerne les Ivoiriens. Faut-il réformer le franc CFA? La Guinée n'a jamais été membre de la zone franc et il revient à ces pays de se prononcer. En ce qui nous concerne, nous sommes résolument pour l'intégration africaine. Cela passe à terme par la création d'une zone monétaire économique à l'échelle continentale. Donc la Guinée n'envisage pas d'entrer dans la zone CFA? Mon conseiller économique, Alassane Ouattara, m'a dit que pendant 3 ans encore, j'ai besoin de la flexibilité de ma monnaie. Que donc quiconque me dit de rentrer maintenant dans la zone franc ne veut pas que la Guinée avance. Que j'ai besoin pendant 3 ans au moins d'avoir une monnaie flexible, donc d'avoir une monnaie guinéenne. Pour pouvoir exporter plus facilement, c'est ça? Non, mais pour pouvoir équilibrer la macroéconomie, etc., c'est-à-dire pour avoir plus de flexibilité dans la gestion des finances publiques. Alors vous dites qu'il est votre conseiller économique, vous êtes son conseiller politique. Quels sont les conseils politiques que vous lui avez donnés et qu'il a entendus ces derniers temps? Non, ça c'est entre nous, ça c'est entre nous deux. Et je pense que ça le concerne et ça me concerne. Ce n'est pas à mettre sur la place publique. C'est les rapports entre 2 chefs d'État et 2 frères. Est-ce que vous attendez une visite de François Hollande en Afrique dans les semaines ou les mois qui viennent? Bon, je suis certain que le président Hollande viendra en Afrique en fonction de son calendrier et je l'inviterai avec d'autant plus de plaisir que nous sommes quand même de la même famille politique. On dit que François Hollande connaît mal l'Afrique. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Oh, vous savez, le président Hollande, en tant que membre de l'Internationale socialiste, a eu à fréquenter beaucoup de partis africains. Je crois qu'il connaît suffisamment l'Afrique, qu'il n'est pas de réseau en Afrique, tant mieux pour nous. Ça lui donne une certaine virginité vis-à-vis de la France-Afrique et de ses réseaux? Bien sûr. Comparé à Nicolas Sarkozy, par exemple? Je ne fais pas de comparaison. Je ne fais pas de... Pourquoi voulez-vous que je m'ingère dans la politique française? Je dis tout simplement que Jospin n'avait pas de réseau, Hollande n'a pas de réseau, donc ils n'ont pas de contraintes, ils ont les mains beaucoup plus libres. J'espère que ça les rendra plus attentifs à l'évolution des peuples africains. Quelle est la dernière fois que vous avez parlé avec François Hollande? Oh, je ne me rappelle plus, on a parlé très souvent, on a assisté à des réunions ensemble à Paris, et dans d'autres pays, etc. Mais il m'a envoyé son livre dédicacé et je lui ai répondu. Le livre qu'il a publié en janvier, c'est ça? Il a changé de destin, oui. Je lui ai répondu en le remerciant parce qu'il m'a fait une gentille dédicace. Qu'est-ce qu'il vous a écrit sur cette dédicace? Ah, ça, faut y lire la question, ça, entre lui et moi. En Guinée, depuis 1 an, tout le monde attend les législatives. Elles étaient prévues le 8 juillet, vous venez à nouveau de les reporter. Pourquoi? Non, d'abord, je n'ai pas reporté les élections. En Guinée, la CENI propose un chronogramme, une date. Mais il revient au président de la République de fixer la date. J'avais dit à tout le monde que je ne confirmerai une date que si j'ai la certitude que toutes les conditions techniques seront réunies pour organiser les élections.
Comme je n'avais pas cette certitude, j'ai dit que je ne convoquerai pas. Donc, je prendrai toutes les dispositions pour que le peuple de Guinée puisse se prononcer dans la plus grande transparence. Est-ce que ces élections se tiendront avant la fin 2012? Ça, c'est évident. Alors vous voulez des élections transparentes, mais l'opposition n'a pas confiance dans la CENI. Est-ce que vous êtes prêt à revoir sa composition? Mais écoutez, lorsque j'ai voulu modifier la CENI à mon arrivée, ils ont dit non, c'est la CENI qui a organisé les présidentielles qui va organiser les législatives. Donc c'est la CENI qui doit décider si elle veut de son président ou pas par un vote libre. Ce n'est pas le président, la CENI est autonome. Mais vous savez bien que le président de la CENI, Luceni Camara, ne fait plus l'unanimité. Est-ce que pour mettre fin à la polémique, il ne serait pas mieux que la CENI choisisse un nouveau président? Mais la CENI a 24 membres. Et lui, il est été élu par 15. Et moi, je suis minoritaire à la CENI. Quand je voulais changer, ils ont dit non parce qu'ils étaient majoritaires. Donc moi, je n'ai pas à m'occuper de la CENI. Ce que dit l'opposition, c'est que depuis un an, plusieurs membres de la CENI ont basculé dans le camp présidentiel et que du coup, elle n'est plus vraiment indépendante. Est-ce qu'il ne faut pas... Mais beaucoup de dirigeants de l'opposition ont basculé dans la mouvance présidentielle. Beaucoup me soutiennent aujourd'hui. Tous les gens qui sont prêts à travailler avec moi, moi, je travaille avec eux, c'est tout. Est-ce que la solution, ce ne serait pas un dialogue franc et sincère entre l'opposition et vous-même, comme le réclament les chefs de l'opposition? Non, je suis président de tous les Guinéens. Mon rôle est de garantir la paix, la conquête de l'unité nationale. Je peux encourager les partis politiques à dialoguer, mais moi je suis président de la République, je suis président de tous les Guinéens. Je n'ai pas à dialoguer avec un parti, c'est pas mon rôle. Et même entre partis politiques, est-ce qu'une table ronde n'est pas possible? Mais il y a déjà eu la table ronde, vous ne savez pas, il y a la table ronde qui a duré 1 mois et demi entre les partis politiques. Moi je suis président de la République, mon instructeur c'est le peuple. Je n'ai pas à dialoguer avec un parti ou pas, ça c'est entre les partis. Monsieur le Président, merci. Au Mali, une junte a pris le pouvoir le 22 mars. Elle a beaucoup de mal à le rendre. Quelle est la solution à vos yeux? Ma position est très claire à Dakar. J'avais dit qu'on devait envoyer 2 signaux forts. Le premier signal, c'est de dire clairement aux militaires putschistes que nous sommes décidés à leur imposer des sanctions jusqu'à ce qu'ils retournent dans les casernes. Et deuxièmement, que nous devons faire comprendre clairement aux islamistes, à Al-Qaïda, aux autres, que nous allons intervenir militairement pour les chasser. Et surtout, j'ai été pour les sanctions. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons devoir que la CEDEAO vienne de décider d'appliquer les sanctions à la fois individuelles et collectives jusqu'à ce que les militaires acceptent de retour à l'ordre constitutionnel. Le capitaine Sanogo propose une convention nationale pour choisir le prochain président de la transition. Qu'est-ce que vous en pensez? La CEDEAO a une position très claire. Nous devons retourner à l'ordre constitutionnel. Il y a une loi à prolonger la durée du Parlement, une autre loi à prolonger la durée du président, et on revient. Le rôle de l'armée est de s'organiser pour libérer le Nord. La CEDEAO a une position très claire, c'est le retour de l'armée dans les casernes et le retour à l'ordre constitutionnel. Faut-il que la CEDEAO impose un embargo au Mali? Je pense que la CEDEAO a décidé des mesures précises et nous avons une réunion dans quelques jours qui va détailler les mesures que la CEDEAO entend appliquer. Est-ce que la CEDEAO est suffisamment ferme, à vos yeux? Bon, vous savez, c'est pas facile. Tous les chefs d'État n'ont pas le même parcours, mais nous sommes tous conscients qu'il faut la paix et la tranquillité dans nos régions. Nous sommes tous conscients du danger que représente la prolifération des armes. Mais nous avons averti. Lors du sommet auquel nous avons assisté à Deauville, nous avons prévenu que l'intervention en Libye va avoir 2 conséquences. La somalisation de la Libye et la prolifération des armes au Sahara avec le risque de déstabilisation, ce qui est en train d'arriver. Maintenant, je pense que tous les chefs d'État de la CEDEAO sont conscients que nous devons lutter contre le terrorisme, contre le trafic de drogue et contre la division et pour le maintien de l'intégrité de nos pays. L'intervention en Libye, c'est ce que vous appelez la mauvaise évaluation de la politique africaine par la France? Non, je n'ai pas dit la France. Nous avons dit à l'ensemble des membres du G8 les conséquences qu'il y a la somalisation de la Libye. Vous voyez actuellement que les différentes tribus se battent entre eux. Et nous avons aujourd'hui la Libye est un arsenal. Aujourd'hui, ces armes circulent partout en Afrique de l'Ouest. Bon, c'est ce que nous avons dit, les dangers. Nous n'avons pas à dire que c'est la France ou c'est pas. Nous avons dit les risques. Et ces risques-là, tout le monde est en train de les vivre. Monsieur le Président, merci. Messieurs, merci. Bonne journée.